À l'échelle microscopique, la matière est composée d'atomes et le milieu est discontinu. Quand on regarde à une échelle macroscopique, la matière apparaît continue. Alors, pour décrire la matière à l'échelle microscopique, c'est pas très compliqué. On a le principe fondamental de la dynamique, qui nous permet, en connaissant la position et la vitesse initiale de chaque particule, donc ça fait 6 nombres à connaître, 3 pour la position et 3 pour la vitesse, on peut connaître l'évolution du système, on peut la calculer. Le problème qui se pose, c'est qu'à l'échelle macroscopique, il y a vraiment beaucoup de molécules, beaucoup d'atomes. Typiquement, dans un système macroscopique, il y a 10 puissance 23 particules, ce qui fait qu'il y a 6 fois 10 puissance 23 nombres à stocker, et si on compte 4 octets par nombre, pour les stocker sous forme de nombres à virgule flottante, ça fait 2,4 fois 10 puissance 24 octets à stocker, pour stocker la position et la vitesse initiale de toutes les particules. L'espace de stockage mondial, c'est-à-dire tout l'espace de stockage qui existe sur la Terre, toutes les cartes mémoire, tous les disques durs, tous les serveurs, tout ce qui existe, c'est 10 puissance 22 octets. Donc on voit qu'il nous faudrait 240 fois plus d'espace de stockage uniquement pour stocker la position et la vitesse initiale de chaque particule, et on ne parle pas du tout de calculer l'évolution du système qui revient à résoudre des équations différentielles, donc c'est pas évident non plus. Donc c'est complètement infaisable de décrire un système macroscopique en utilisant l'échelle microscopique. C'est pour ça qu'on a introduit des nouvelles grandeurs, des grandeurs macroscopiques qui sont la pression, la température, le volume, etc. En thermodynamique, on va étudier des systèmes macroscopiques. Alors un système thermodynamique, c'est la partie qu'on va étudier. Donc, la définition qu'on donne, c'est que c'est une partie de l'univers qui est isolée par la pensée du reste de l'univers. La partie qu'on étudie s'appelle le système thermodynamique et le reste, c'est le milieu extérieur. Alors on dit par la pensée parce qu'il n'y a pas forcément de frontière physique entre le système thermodynamique et le milieu extérieur. Ça peut être une partie d'un gaz qu'on étudie, mais qui n'est pas séparé du reste du gaz. Alors le système, il peut être ouvert. Quand il est ouvert, c'est qu'il échange en même temps de la matière et de l'énergie avec le milieu extérieur. Par exemple, un être vivant, il peut se nourrir, donc il va ingérer de la matière, et il va perdre de l'énergie, par exemple, il peut se refroidir. Un système fermé, il va échanger uniquement de l'énergie avec le milieu extérieur. L'exemple qu'on peut donner, c'est une bouteille fermée. Une bouteille fermée, si on met de l'eau chaude dedans, elle se refroidit. Mais par contre, il n'y a pas de molécules d'eau qui vont rentrer ou sortir de la bouteille. Et un système isolé, c'est un système qui échange ni matière ni énergie avec le milieu extérieur. Par exemple, une bouteille thermos, le liquide qui est dedans, il peut pas sortir, et la chaleur qui est dedans, l'énergie qui est dedans, peut pas sortir non plus. Presque pas. Disons qu'une thermos, c'est pas un système isolé parfait. Le seul système isolé parfait qui existe, c'est l'univers en entier, parce que il n'a pas de milieu extérieur. Donc il peut, par définition, pas échanger d'énergie ou de matière avec le milieu extérieur. L'équilibre thermodynamique, on définit l'équilibre quand les grandeurs macroscopiques, pression, température, volume, arrêtent de changer au cours du temps. Ça ne veut pas dire qu'il se passe rien dans le système. On a vu à l'échelle microscopique, les molécules continuent à bouger, il se passe plein de choses, mais macroscopiquement, on voit plus d'évolution. On voit plus d'évolution du système. Les grandeurs qui caractérisent le système dans un état d'équilibre, c'est des variables d'état. Ça peut être la pression, la température, le volume. On peut regarder la pression en particulier. Qu'est-ce que c'est que la définition de la pression ? Si on prend la frontière du système, la matière qui est à l'intérieur va exercer une force sur la surface du système. Et cette force, si on prend un petit élément de surface ds, qui est une surface ds, la force qui s'exerce dessus, elle est perpendiculaire à la surface ds, et elle vaut la pression fois ds. Donc on a df égale pds fois n c'est le vecteur normal à la surface qui est toujours dirigé vers l'extérieur du système. Alors les variables d'état qui définissent l'état d'un système à l'équilibre thermodynamique, il y en a deux types, il y a les variables extensives et les variables intensives. Une variable extensive, elle va être proportionnelle au volume du système. Elle va changer quand on change la quantité du système qu'on étudie. Alors pour savoir si une variable est extensive ou intensive, on considère le système thermodynamique, on le coupe en deux et on regarde si la variable change. Par exemple, la masse du système, si on prend juste la moitié du système, la masse va être divisée par 2. Si on prend le volume, si on prend que la moitié du système, le volume est divisé par 2 aussi. Par contre, il y a des variables intensives qui ne changent pas quand on prend une partie du système. L'exemple, ça va être la température. Quand on coupe un système thermodynamique en deux, si on regarde juste ce qui se passe dans la moitié du système, la température, c'est pas la moitié de la température du système global.
La pression, c'est pareil. Elle reste la même dans une partie du système. La densité, tout un tas de variables intensives. Là, on est dans les définitions. Hein. Si on fait, on fabrique une fonction mathématique avec les variables d'état, ça s'appelle une fonction d'état. Et à l'équilibre, toutes les variables d'état sont pas indépendantes. Par exemple, si on prend un gaz, la pression, la température, le volume et la quantité de matière sont pas indépendantes les unes des autres. Il y a une équation d'état qui les relie quand on est à l'équilibre. Alors, on peut appliquer ça au gaz parfait. Alors, on va essayer de voir d'abord qu'est-ce que c'est qu'un gaz parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va tracer un graphique. On va tracer la pression fois le volume en fonction de la pression pour un gaz. Si on prend un gaz et qu'on trace la pression fois le volume en fonction de la pression, donc on commence à pression ambiante, et puis on va diminuer progressivement la pression. On voit par exemple que pour le dihydrogène, le produit pression fois volume, il diminue. Et il va tendre vers une valeur, quand la pression tend vers 0, ça tend vers une valeur finie, qui dépend de la température. Si on fait ça pour un autre gaz, par exemple le diazote, on voit cette fois-ci, le produit PV, il va augmenter quand on diminue la pression. Et si on fait l'expérience à la même température que pour le dihydrogène, on se rend compte que ça tend vers la même valeur. Le produit PV en fonction de la pression. Le produit PV, quand P tend vers 0, il tend vers la même valeur que pour le dihydrogène. Et si on fait ça pour n'importe quel gaz, on se rend compte que pour tous les gaz, le produit PV, quand P tend vers 0, il tend vers une valeur qui ne dépend que de la température. Donc ce qu'on va faire, c'est on va modéliser tous les gaz. On va faire comme si le produit PV, il changeait pas en fonction de la température, de la pression, et qu'il valait toujours cette valeur-là, K de T. Et ça, c'est ce qu'on appelle le modèle du gaz parfait. C'est un modèle, c'est pas un gaz. Un gaz parfait, ça n'existe pas en vrai. Mais par contre, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que tous les gaz, quand la pression tend vers 0, ils se comportent tous comme un gaz parfait, quelle que soit leur nature. Ça dépend pas de la nature du gaz. Et entre parenthèses, un gaz parfait, ça n'a rien à voir avec un gaz noble. C'est-à-dire que les gaz nobles sont pas des gaz parfaits plus que les autres. Ils se comportent aussi comme des gaz parfaits quand la pression tend vers 0, mais c'est tout. À pression ambiante ou à plus forte pression, ils se comportent pas vraiment comme des gaz parfaits. On va partir de ce principe, on dit que le produit PV, il est constant, il dépend que de la température. Bien sûr, il dépend aussi du nombre de moles, parce que si on prend 2 fois plus de quantité de matière, la pression ou le volume va être 2 fois plus grand. Et donc, on trouve que on obtient cette équation-là, qui est PV égale nRT. N, c'est le nombre de moles, la quantité de matière. R, c'est la constante des gaz parfaits, qui vaut 8,31 joules par Kelvin par mol. Et T, c'est la température en Kelvin.